François Bon, 1925-2025, à 100 ans de distance jour par jour, suivre quoi dans les petits calepins tels que Lovecraft et plein d'autres Américains. On faisait ça nous aussi dans les temps d'avant les smartphones ou ces machins-là. Le petit calepin de l'année 1925, qui est l'année qu'il passe à New York, le 31 décembre 1924. Il a aménagé dans Brooklyn Heights, un quartier populaire, donc des hauts de Brooklyn, au 169 Clinton Street, et il reviendra à Providence le 6 janvier 1926, ce qui ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas à New York, il y reviendra tous les Noëls pour voir ses amis Belknap Long, il y résidera en 1928 quand Sonia a besoin d'un coup de main pour les étagères et installer une nouvelle boutique de chapeaux à Brooklyn, justement. Il y reviendra en 1930 pour un séjour de plusieurs semaines au printemps, en s'hébergeant dans un petit hôtel là trouvé cette année parce que, vous savez, cet ami qui était venu de Floride sur son chemin de retour en Angleterre, et c'est là qu'il s'était hébergé, il s'en souviendra, et l'année suivante, il trouvera une chambre, cette fois à Brooklyn, il restera plusieurs semaines et refera même les promenades, etc. Donc le rapport de Lovecraft à New York est éminemment complexe, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est avant tout son rapport à la littérature. Alors 134e envoi, ça veut dire que il y a la routine, enregistrer, parler, transcrire. Oui, il faut s'en défier, il faut un petit peu modifier les règles du jeu, mais le protocole de base, il est fixe. À chaque jour, 100 ans de distance, on reprend ce qu'il a noté dans la petite case afférente de son calepin 1925. On recopie les hiéroglyphes, et en les transférant en français, ça permet déjà de s'y repérer, savoir de quoi il parle et d'ouvrir à commentaires. Vous savez que chaque fois aussi, on va se balader dans le New York Times du jour et que là encore, la relation du mystère de l'écriture, de l'invention de l'imaginaire et de l'inconnu qui est aussi la marque à fleur de tous les jours. Qu'est-ce qui transcende tout ça? Ce qui transcende tout ça, c'est l'épaisseur de la littérature venue du fond des âges. Et c'est pour ça que la semaine dernière, on a passé tout le temps qu'il fallait dans ces 60 pages de l'année 1936, avec beaucoup d'émotion, parce que c'est quasiment le texte ultime qu'il rédige. La fin de 1936, c'est la maladie et la souffrance qui dominent tout. Il meurt à 46 ans en mars 1937, et ça s'intitule, au départ, « What shall I read ?» Qu'est-ce qu'il faudrait lire? Et c'est August Derleth qui a rebaptisé ces 60 pages suggestions pour un guide de lecture, mais cet accomplissement dans comment se construire comme lecteur, comment s'orienter dans cette marche des siècles, comment prendre la liberté d'un rapport très dense à une direction ou un point spécifique de la littérature, mais en sachant la resituer dans cette grande arborescence et des temps et des langues. C'est un document bien plus riche que j'avais supposé, mais pourquoi on est tombé dessus? Parce que en ce moment, à New York, la grande tâche de Howard Phillips Lovecraft, et oui, les arpentages de la ville, on va continuer, mais après tous ces premiers mois, presque de fascination enthousiaste aussi pour le rapport social, ses amis du Kalem Club, Reinhard Kleiner, Samuel Loveman, George Kirk, Frank Belknap Long, James Morton, ouais, tous ces noms dont la première lettre est soit un K, soit un L, soit un M. Là, en ce moment, c'est un retournement. Et ce retournement, on a vu déjà qu'il y a 10 jours, il a été amorcé, non pas par lui directement, comme si George Kirk, il en a voulu à George Kirk qui était venu s'installer là, dans la chambre juste au-dessus de la sienne et qui a déménagé Orange Street. C'est une sorte de trahison et peut-être même c'est le départ de George Kirk qui fait que Lovecraft, soudain, est capable de se remettre en cause, mais ce retournement, ça va pas venir tout seul. Il se trouve, par contre, que c'est cette semaine que ça se passe.
Et pour nous, comment on appréhende ça? Puisque justement, si Lovecraft invente de se retirer dans sa coquille, parce que c'est dans cette coquille qu'il va pouvoir enfin émerger au livre, mais dans ce rapport à ce que August Derleth encore nommera solitude essentielle. Non, pardon, c'est S.T. Yoshi quand il publiera la correspondance de Lovecraft et August Derleth, qui intitulera ces 2 volumes, je vous les montre. Essential Solitude. Lovecraft se fabrique pour lui-même. En ce moment, on y assiste depuis quelques jours, par les lectures notamment, par la prééminence de ce read, de ce write, dans ses petites notes. Il construit sa solitude d'auteur. Et qu'est-ce que c'est complexe? Et comment, là, s'ouvre une autre écluse? Une écluse avec quoi? C'est Maurice Blanchot qui utilisait cette image. Une écluse s'ouvre avec soi-même. Comment nous-mêmes, chacun d'entre nous, articule pour l'écriture le soi dans la solitude essentielle et le soi par les autres ou avec les autres, parmi les autres. Et ça vaut pour chacun des grands solitaires. Ça vaut pour Samuel Beckett, qui passe des heures à la coupole, même si, avec Bram Van Velde, on se dit pas 3 mots, et puis que quand Bram se lève au bout de 2 heures, où il se sent pas. C'était bien aujourd'hui. Oui, c'était bien, répond Beckett. Mais en même temps, à Limek, il laisse 3000 lettres en 5 langues. Et Kafka, oui, solitude de l'œuvre, solitude de l'auteur. N'empêche que tous les matins, il est dans son bureau, il exerce une fonction de cadre dans une société d'assurance spécialisée dans le droit du travail. Et il y a cette petite sieste avec bref sommeil, se réveiller au bout de 20 minutes pour aller dans le carnet et tenir là, ces notes de journal qui nous sont aujourd'hui si précieuses. Mais ensuite, de 17h jusqu'à 20h, 21h, il est avec ses amis. Et ça rigole, et ça lit à voix haute, et ça va au théâtre. Et puis, à 22h30, quand tout le monde est couché à la maison, le père, la mère, les 2 sœurs, les 3 sœurs qui doivent traverser tout le temps le petit cagibi avec canapé, où Kafka, lui, c'est son espace personnel, alors commence pour 2 heures le rapport au cahier. Donc c'est cette dialectique, c'est elle qui nous importe. Et le paradoxe, c'est que si Lovecraft passe, comme le 14 mai dernier, s'il sort plus de sa chambre, qui simplement il dit « j'ai lu, j'ai écrit », il nous reste quoi, nous, à dire, à travailler là, ensemble? Tant qu'on peut, on continue. Et je crois qu'on aura de quoi faire. Alors, ce 16 mai 1925, ce qui change pour nous, c'est le retour. Donc on a ces 2 volumes de Letters to Family, les lettres à sa tante Lillian et à sa tante Annie. Il alterne une fois l'une, une fois l'autre. Les 2 tantes se font lire évidemment les lettres l'une à l'autre, mais depuis plus d'1 mois, la dernière c'était le 21 d'avril, donc peut-être un mois exactement, juste au retour du journal de l'excursion à Washington, on a vu, là, passer dans le calepin au moins 5 lettres, 6 lettres, chaque fois notant le nombre de jours qui ont leur compte rendu précis dans la lettre, mais ces lettres n'ont pas été sauvées. Par contre, celle du 20 mai, wow, my dear daughter Lillian. Celui qui s'appelle Grandpa, qui s'appelle lui-même Grandpa Theobald, grand-père Théobald, il appelle sa tante, la sœur de sa maman, ma chère fille. Et quand il s'agit de Annie Gamoil, il l'appelle ma chère petite fille, encore pire. Et c'est une lettre qui fait wow, wow, wow. On a beaucoup plus long dans la correspondance. Mais chez Hippocampus Press, et quel bonheur que il s'appelle Derek
Hussey. Vous pouvez le suivre sur Facebook. C'est lui qui dirige les éditions Hippocampus Press. Et c'est seulement grâce à lui, son travail, que toute la correspondance éditée par Yoshi et Schultz, on peut s'en servir comme matériau. Est-ce qu'on apporte quelque chose par rapport à Yoshi? Non, il nous a donné tout ce charroi, toute cette matière, mais à nous d'explorer ce qui en est choix pour la littérature. Et si on y allait y voir? Eh bien, allons y voir. Ordinateur. Mai 1925, chaque semaine commence le dimanche. Vous vous souvenez, dimanche 10, on n'avait que 3 lignes après une semaine très complexe puisque Sonia était revenue de Saratoga pour 3 jours. Il y avait des formalités à faire, c'est le 5, le 6, le 7, pour son dossier de naturalisation. Apparemment, ça y est, c'est en cours. Et à peine elle est partie, qu'on retrouve Loveman et Kirk, et on comprend que Loveman vient encore une fois de changer de chambre. Il vit économiquement, c'est pas facile. Il a un petit boulot de libraire en bas de Manhattan, dans une librairie de livres d'anciens, mais chaque fois, d'ailleurs, il reste jamais très longtemps dans ses boulots. En tout cas, la semaine dernière, il s'agissait de Feed Ethel, feed Ethel. Il fallait nourrir Loveman. 10, 11, 12, 13, 14, 15, c'est là ça reviennent de façon maintenant obsessive. Le read, write. L'inversion aussi des heures de nuit. Je lis jusqu'au matin. Je vais me coucher là à 5h30, là au lit à 6h du matin. Il y a une autre fois, c'est à 10h du matin. Ainsi arrivons-nous en bas de cette page. Donc le 16 mai, c'est un samedi pour eux, un vendredi pour nous. Toujours cette journée de décalage. Mais je le rappelle, puisque heureusement, il y en a qui prennent le train en route. Bienvenue, c'est un super train. Et on a encore tellement de gares à écluser ensemble. 370 gares au total, et on en est à 134. Alors, dans la gare d'aujourd'hui, levé à 9h30, et à cette image, parce que Kirk, d'accord, a déménagé Orange Street, c'est près du pont de Brooklyn, c'est pas très loin. Mais c'est ça coupe tout ce côté colloque, être sans cesse chez l'un, chez l'autre, et ça va être notre feuilleton de la semaine. Simplement, on a l'impression que Kirk, il voulait absolument dire à Lucille, sa fiancée de Cleveland, que ça y est, il en avait fini avec la bande, le temps perdu. Ouais, mais Orange Street, il y a entreposé plein de bouquins, on va voir ça aussi aujourd'hui de près, et puis finalement, jusqu'à la mi-juin, bien, il revient dormir et il habite toujours Clinton Street. Et on a là cette image, et moi ça me fait un petit peu rire, parce que quand toute ma vie familiale, mon père était toujours comme moi là à l'ordi, lui c'était sur un tour, et sur ce tour avec ses boîtes à outils et tout ce machin-là, il tripotait des remorques, de vieilles bagnoles. Et pour manger, il était toujours en retard. Ma mère, elle tapait sur les tuyaux, pom, 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 les tuyaux de chauffage. Premier appel, pom, 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 ça voulait dire, hey, Ernest, enfin que tu viennes. Et puis 10 minutes après, il était toujours pas là, Ernest. Donc c'était bam, 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 bam. Là, il y en avait 5. Kirk fait un petit peu comme ça. Knocking on pipes, bam, bam, bam. Et quand c'est ça, j'insiste, parce que il va se passer quoi après-demain? Dans cette révolution tranquille qu'on aborde. Vous voyez, je suis pas mieux que mon père, parce que j'ai toujours des tournevis comme ça là, sur mon bureau. Kirk tapera encore au tuyau, et Lovecraft fera semblant de n'avoir pas entendu. Mais là, je suis déjà à me projeter dans la suite, mais aujourd'hui, là, pour moi, c'est ça la difficulté, parce que la journée d'aujourd'hui se révèle par la lettre que Lovecraft rédige un petit peu tous les jours, mais qu'il ne postera que mercredi prochain, et cette lettre, qui ne fait que 3 pages, elle est compacte, elle en mêle un petit peu tout, et donc on va bien être forcé de faire un petit saut en avance.
Qui arrive? Belknap Long, lui, il habite Manhattan, il vient, Lovecraft est en train d'écrire à la tante Annie, et que cette lettre à la tante Annie, elle concerne les 4 jours passés, 15, 14, 13, 12, et ça, non. Non seulement on ne l'a pas, mais dans le début de cette lettre, où est-ce que j'en étais dans le journal que je vois, dit Lovecraft. Il va prendre la journée et dit « Ah ouais, j'en étais à ce moment-là. Eh bien, voilà ce qui s'est passé. Belknap Long venait d'arriver, et donc il arrête la lettre à la tante Annie Gamwell, ici, avec le compte-rendu des derniers jours, et quand il envoie la lettre à Lillian du mercredi 20, il prend le journal en route précisément ici. Alors dans ces lignes toutes serrées et ces petits hiéroglyphes, aujourd'hui on est servi, on va tout de suite passer au PDF. Voilà le fac-similé qui ouvre mon petit PDF en voix que je fais tous les matins. On est 116 là aujourd'hui à le recevoir. Le bonheur que c'est, je ferais pas ce boulot là si j'étais tout seul. Par quoi je l'ai ouvert? Toujours j'essaye d'avoir une petite une un peu graphique. Eh bien 3 lignes prises à la lettre à Lillian. Je n'essaierai pas encore d'esquiver ces réunions formelles. Vous les connaissez les réunions. Normalement c'est 1 fois par semaine. Justement, avec le KLM Club, mais à chaque fois, on a le bulletin météo. Oh, c'était une super réunion. Et puis le jour où Kirk a déménagé, elle était ratée, notre réunion. Puis il les appelle les boys. Et là, tout d'un coup, esquiver ces réunions. Mais il y a 3 semaines, on a vu Kirk écrire la même chose à Lucille, sans être capable d'y mettre fin. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Lovecraft? L'essentiel est de se débarrasser de ces allées et venues quotidiennes. Mais nous, ça fait 5 mois qu'on suit ces allées et venues quotidiennes. C'est nous qui allons être floués aussi. Et des flâneries à la cafétéria. Alors, combien de fois, nous, on en a rigolé un petit peu, parce que Loveman arrive, on descend au Tiffany. Tiffany, on a des petits gobelets de café, ça coûte pas cher, on peut lire le journal. Et en plus, il y a des chats, et à chaque fois, c'est juste en dessous l'appartement. Donc, allons au Tiffany. Il y a aussi le Johnson's, il y a aussi le Taormina. On finit par les connaître toutes. Et quelquefois, c'est Reinhard Kleiner, vous savez, on a recopié le passage il y a quelque temps, qui disait, on discutait à la cafétéria, et puis les serveurs étaient là comme ça, et à peine on s'en allait, on franchissait, on arrivait sur le trottoir, qu'ils descendaient rageusement le rideau de fer, ça nous donne bien l'ambiance. Et là, il dit, ce temps perdu à la cafétéria, la mort de toute vie intellectuelle personnelle. Or, à New York, ce qu'il disait, mais ce dont j'ai besoin pour respirer en tant qu'écrivain, c'est cette vie intellectuelle qui vient par le fait collectif, qui sont la mort de toute vie intellectuelle personnelle ou de tout accomplissement créatif. Kirk disait ça, la même chose il y a 1 mois. Il sera difficile de mettre le gang de côté. Qu'est-ce qu'il faut mettre de côté? Les copains? Ou ton besoin des copains? Oui, comme aucun de nous peut prétendre échapper avec ça. Mais avec tact, j'y parviendrai certainement. Alors ça, je saute un peu en avant, puisque c'est ce qu'il écrit mercredi prochain à la tente. On revient au PDF. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, samedi 16 mai, donc levé à 9h30, réveillé par Kirk qui cogne au tuyau, Belknap arrive. On descend ensemble à Grand Central. Donc on se prend un métro pour aller au centre de Manhattan. Et là, Penfold, alors Penfold, c'est apparemment quelqu'un qui était renommé. Il était même au Who's Who, il était dans le Social Register. Et George Kirk vient de racheter, parce que ce pauvre monsieur Penfold est défunt. Il a racheté aux enchères, on dirait Bruno Lalonde, la totalité de la bibliothèque de ce monsieur. Il y a 750 ouvrages, et donc il a besoin de ses 2 amis pour la déménager. Et là, ce que Lovecraft va dire dans la lettre, c'est ça le truc où, quand on n'a pas la lettre, comment on fait? Nous, on a tiré, d'un tiré à l'autre, on a tiré library, tiré contents, tiré social register, tiré cabs, tiré loading, tiré off to Fourth Avenue.
Et là, si vous n'avez pas la lettre, alors prenons la lettre maintenant. Allons-y. Je l'ai mise en entière en annexe. Non, j'ai mis ce qui concerne les 2 jours en annexe. Mais vous voyez, ici, ça nous fait déjà 3 grosses pages aussi pour ce qui concerne 2 jours sur les 4. La moitié. Et voyons voir, je suppose que je me suis arrêté samedi matin avec cette note griffonnée à l'extérieur de l'enveloppe. C'est-à-dire qu'il va à la poste et il continue d'écrire sur le dos de l'enveloppe. Je suis en train de marcher vers la poste et à 10 heures, j'écris que à 10 heures, j'ai emmené à la lettre lettre pour Annie, la tante Annie, et tandis que j'amenais la lettre à la poste, j'écrivais sur le dos de l'enveloppe, j'amène cette lettre à Annie. C'est une image un petit peu folle, mais n'empêche que c'est ça. Cette note griffonnée à l'extérieur de l'enveloppe, alors que Kirk, Belknap et moi nous préparions à descendre en ville pour transporter quelques livres d'une maison privée en voie de désintégration vers le nouveau magasin du 97 sur la 4e avenue, loué par Kirk et son ami de Cleveland. Alors là, pareil, pour celles et ceux qui suivent, c'est que Kirk, son projet, sa venue à New York depuis toujours, c'est d'ouvrir une librairie d'occasion. Toute son activité est centrée là-dessus. Et à débarquer, là, c'est un couple de Cleveland, Martin Carmine et sa compagne Sarah, qui, eux, vont ouvrir pour de vrai, donc 4e avenue, c'est l'endroit où il y a le plus de librairies dans New York. Je crois que c'est au mois de mars, j'avais retrouvé un plan de la fin des années 30 avec, sur ce plan, il y avait spécialement toutes les librairies de la 4e avenue. C'était littéralement fascinant par rapport à aujourd'hui. Et Kirk, tout simplement pour rôder, c'est-à-dire apprendre à lancer une librairie, s'est associé avec les Carmine. Il n'a aucune vraie fonction dans cette librairie, mais ils le rémunéreront en fonction de ce qui se passera. En attendant, Carmine est reparti à Cleveland pour d'autres choses, et Kirk est chargé de transbahuter le stock. Nous descendîmes du métro Grand Central, prime 2 taxis, et voilà le tiré taxi, car le chargement devait comprendre 750 livres, et partîmes pour notre point de chargement, la résidence de feu Edward Penfold, au 10 de la 40e rue Est, Kirk dans un taxi, Sonny et moi dans l'autre. Oui, ce passage du journal à la lettre, comme là, on nage dans une piscine de bonheur, au lieu d'être à tâtons, imaginez le scandale. Un taxi, c'est cher. Est-ce qu'un taxi, c'est pour les pauvres saltimbanques que sont Lovecraft et ses copains? Non. Eh bien, aujourd'hui, à Grand Central, devant la gare, on dit « taxi, s'il vous plaît ». Mais on dit « 2 taxis ». Et on part à vide, Kirk dans un taxi, Belknap, Lovecraft dans l'autre, jusque là, à la 40e rue. Et là, ils sont époustouflés parce que dans le carnet, ce mot « library », ils entrent dans une bibliothèque à l'ancienne d'un de ces vieux appartements. Or, la maison, apparemment, est en train de tomber en ruine. Et là, dans la lettre, on a beaucoup plus que dans le calepin. La maison s'est avérée être une maison new-yorkaise typique du milieu de l'époque victorienne, d'un type patricien tranquille, car Penfold était un érudit et un gentleman, inscrit au WOSWO, sur le Social Register. Il était déchirant de la voir, la maison démantelée, de beaux meubles gothiques sculptés de style Tudor mis aux enchères. C'est dans le cadre de ces enchères que lui, Kirk, a racheté la bibliothèque. Des tableaux décrochés, des objets d'art dispersés, ou bien plus pathétiques encore, ici et là, restés à leur place d'origine, comme des rappels moqueurs de la domesticité aristocratique en train de se dissoudre. La bibliothèque respirait intimement la personnalité riche et austère du défunt, lambris de chêne avec manteau de cheminée, pilastres d'ordre ionique, et de chaque côté des étagères soignées atteignant presque le plafond, lambrissé, un sanctuaire, une retraite de bon goût, c'est-à-dire ce dont Lovecraft rêve. Lui, il est Clinton Street dans ce minuscule studio. Et là, il y a ce rêve, mais c'est pas pour lui. Le locataire est mort. On enlève les livres. Belknap et moi avons presque versé des larmes. Et Kirk était d'autant plus heureux qu'il est relativement insensible à ces ambiances. Ouais, lui, tout ce qu'il voit, c'est les bouquins.
je revoyais la chute du 454. C'est quoi le 454? Le 454 Angel Street, c'est là où était la maison de son grand-père. Lovecraft avait 11 ans quand le grand-père est mort. C'était une catastrophe. Les meubles qu'il a chez lui viennent des restes quand on a vendu la maison du grand-père. Son Encyclopédia Britannica vient du grand-père. Le monde s'était effondré à la mort du grand-père. D'autant plus que Lovecraft était orphelin de père, vous vous en souvenez. Et le 454, quand on dit ça à la vieille tante, j'avais l'impression de rentrer à nouveau dans la maison d'enfance. Et je me faisais l'écho des souffrances qui sont encore fraîches après 21 ans. Plus loin dans sa correspondance, à un moment, il dit aussi « Je n'ai cessé dans tous mes logements de recréer le 454. » Les livres enfin chargés, nous nous dirigeâmes en cortège, comme un cortège funèbre, à 2 voitures, vers la 4e avenue. Mais c'est tout près, jusqu'au numéro 97. Et là, comme la librairie elle va ouvrir dans 15 jours, il y a des menuisiers pour faire les étagères. Ouais, mais ils n'avaient pas fini. Nous avons constaté que les travaux des menuisiers n'étaient pas suffisamment avancés pour nous permettre de les entreposer. Nous avons dû demander au gardien d'une boutique voisine inoccupée de nous laisser les garer là. Et là, on a tout Lovecraft, c'est-à-dire, bon, toi, tu es en train de faire un déménagement avec tes potes. Ah ben attends, on va les frapper chez le gars, là. Bon, je me suis dit, mais vous savez, on a des cartons, là, vous pourriez pas les... Je serais juste 2 jours, à faire de... Ouais, mais lui, c'est pas ça, on raconte ça à la tante... Je me faisais l'écho des souffrances qui sont encore fraîches. Nous nous dirigeâmes comme un cortège funèbre. Les travaux des menuisiers n'étaient pas suffisamment avancés pour nous permettre de les entreposer. Nous avons donc dû demander au gardien d'une boutique voisine inoccupée de nous laisser les garer là. Oh, et en littérature, chaque fois qu'il essaiera de trouver du boulot, chaque fois qu'il essaiera de correspondre, et c'est ça le mystère, Lovecraft, c'est que toi, tu te prépares, tu es comme ça. Et même ta langue dans son écart, dans ce truc. Et ben, c'est la foudre qui te traverse, et les récits sont la traversée de Lovecraft, et non pas la volonté ou l'intuition de Lovecraft. C'est ça, là, où il y a une petite bascule. Les livres déchargés, les taxis renvoyés, nous avons tous pris une longue inspiration, poussé un soupir de soulagement. Les volumes eux-mêmes sont pour la plupart splendides, de bon goût, révélant le goût de Penfold, excitant ma cupidité. Une bibliothèque à l'image d'un homme. C'est pour ça que ce texte, la suggestion pour un guide de lecture, il est si important. Je pense que le généreux Kirk a l'intention de me donner un recueil de Pope, imprimé en 1760 ou 1770. Vous savez, la révérence dans laquelle est Lovecraft pour cette poésie cette poésie du XVIIIe siècle, c'est l'époque de Samuel Johnson, de Dryden, qui m'a tapé dans l'œil, mais j'essaierai de l'en dissuader. Il semble qu'il en ait vraiment dit non, pas de cadeau. Combien de fois Lovecraft à chaque fois qu'il a aidé Kirk lui offre comme ça un livre en récompense. Non, il lui a laissé, en tout cas dans sa bibliothèque, à sa mort, on a un autre volume de Pope, mais qui est fin 19e, en tout cas pas celui-là. Notre tâche accomplie, les réflexions appropriées faites. Nous sommes allés faire les étals de livres adjacents, car comme vous le savez probablement, cette partie de la 4e avenue, juste en dessous de Union Square, est en train de devenir le centre le plus dense de tous les centres de livres. Ici, je dois admettre que je suis tombé en disgrâce en ce qui concerne les achats, n'y ayant trouvé que des romans bizarres, Zanoni, A Strange Story, The House and the Brain, sauf un grand volume de Bulwer-Lytton qui, pour seulement 10 cents, s'est avéré un appât fatal, et je suis reparti de l'Imperial Schultz avec un peu moins dans ma poche et un peu plus dans ma main. Mais seulement 10 cents, qu'on s'en souvienne, dit-il. Il nous dit même qu'en retraversant la ville, là, ils sont revenus à pied, nous avons été bloqués sur Broadway par une monstrueuse parade policière. On l'a trouvé aussi, à laquelle Sonny a échappé en plongeant dans un métro pour rentrer chez lui, et lui continue, etc. Ils vont aller manger donc au Downing, mais il n'était que 14 heures, et là vient la révolution. Kirk dit à son ami
ben, on va aller traîner les librairies. Et Lovecraft, d'un air sévère et renfrogné, répond à George Kirk que non, nous n'irons pas prendre un café au Sheridan Square, et pourtant ils ont bien envie d'un café parce que figurez-vous qu'au Downing, comme ils disent, on ne sert pas dans ce petit Italien, ils ne font pas le café à la fin. Qu'est-ce qu'il a mangé? Des spaghettis, évidemment. Je vais vous le dire, le vieux monsieur, c'est-à-dire lui-même, s'excusa très poliment. Et que pensez-vous que Grandpa ait fait? Il s'inclina très bas et prit le métro. Tout droit chez moi, James, dit-il, avec un demi-sourire, où je suis resté à lire et écrire tout le reste de la journée. Howard Phillips Lovecraft, à 14 heures, ce samedi 16 mai 1925, a résisté à l'entraînement du copain et de la flânerie. La suite à demain, parce que la lettre continue, et demain, on va être en plein, là, dans cette grande révolution. Après-demain aussi, qu'est-ce qu'on a dans le New York Times? Allons voir, prenons le temps quand même, 5 minutes pour aller y voir. La première page, oh, Mussolini, toujours Mussolini, encore Mussolini, mais, deuxième page, pas grand-chose pour nous. Troisième page, drôle d'histoire. Il y a eu un match de baseball à Harvard, entre deux facultés concurrentes de la Harvard à Cambridge, sur le campus de Boston, là où il y a maintenant aussi le MIT. Et bien, ceux qui ont perdu, ils n'étaient pas contents. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis tous à la bibliothèque, ils ont commencé à bombarder de boue, et tous saloper la bibliothèque. Non, mais franchement, les gars du baseball, vous vous rendez compte, la bibliothèque de Harvard, prise à partie par des hooligans, mais qui sont eux-mêmes étudiants à Harvard. Oh bah, c'est rare, mais ça méritait bien que nous, on relève. Page 4, ça encore pas grand-chose. Page 5, là, un truc rigolo. Est-ce que vous connaissez Monsieur Ribot, R-I-B-A-U-D? Ce Monsieur Ribot collectionne les tableaux. On lui dit que les tableaux qu'il a achetés bien cher sont des faux. Monsieur Ribot va au tribunal et tous les experts convoqués se révèlent incapables de distinguer les tableaux de Monsieur Ribot des œuvres originales des peintres concernés. Monsieur Ribot est très en colère. Une belle histoire de faussaire. On va essayer de la retrouver chez nous en France. Certainement, il y aura un truc. Et on arrive page 7. Et là, page 7, regardez. C'est évidemment de me dire quoi? D'accord. C'est le mois de mai, il fait chaud à New York au mois de mai, on va prendre un chapeau de paille, on va avoir ça aussi dans les lettres de Lovecraft. Oui, j'ai mon chapeau de paille, Sonia me dit qu'il faut que je change de chapeau de paille, mais j'y suis attaché à mon chapeau de paille, et je ne vais pas sortir son chapeau, mais je ne vais pas dépenser pour acheter un chapeau. Enfin, ce sera tout un truc, son histoire de chapeau de paille. Mais tout New York achète des chapeaux de paille. Donc ici, on a Long the Custom Hatter, celui qui fait les chapeaux de paille sur mesure. Mais regardez la tête du gars et le jeu d'ombre et les lettres. Alors combien ça coûte? 2,25 $, 2,85 $, 3,50 $, 5 $. Et vous les portez comme vous habitez votre nom. On dirait du Saint John First. Passons à la page suivante. Cette fois, on est chez Mallory Strolls. Les chapeaux d'une élégance sans exemple. Est-ce que c'est le même bonhomme? Non, celui-ci a une moustache. Regardez les cernes sur les yeux. La cravate n'a pas le même motif et il a sa cigarette à la main, des boutons de manchette. Passons page suivante. Cette fois, on va voir John David. John David, le chapeau de paille favori du New-Yorkais bien habillé. Et lui, regardez les yeux volontaires, les yeux décidés, et le fume-cigarette. Ceux qui n'ont pas trop de sous, c'est Brighton Hat Stores. Lui, c'est un revendeur de chez Mallory, de
toute façon, ici, on a worse and worse, the long hake, le chapeau du gentleman. Mais là, on voit juste le petit bout du nez à peine qui dépasse. Et si on continue, page suivante, on a broom and core, head heels, le chapeau de paille pour être à l'aise. Mais regardez le profil, là encore. On se croirait presque dans la mafia s'il n'y avait pas la petite fleur à la boutonnière. Et si vous êtes un peu plus âgé, avec la moustache bien peignée, les sourcils déjà fournis, men's straw hat, importé ou fabriqué sur place, imported and domestic. Stern Brothers. On continue la page suivante. Devinez ce qu'on va trouver. Le chapeau de paille pour les jeunes. Mais là, c'est un tout petit truc. Oh, les jeunes, vous voyez, ils sont là à rien faire. Ils sont assis le long de la plage de Coney Island, tranquillement. Et si on passe à la page suivante, on va tomber sur quoi? Clements. Un nouveau... Non, là, pardon, c'est un chapeau et c'est pas du tout... C'est une vieille pub de rien pour le costume avec les chapeaux d'hiver. Mais Tom Collins, Trolley Wasser, Headquarters, la capitale du chapeau. Et lui, par contre, le dessin, il tient un petit verre de rafraîchissement. Et tout est au même prix, 2,45 $. Tandis que chez Brockhaus, straws are made by hand. Les nôtres sont faits à la main. C'est presque quelque chose. Il y a Canton Hats, lui aussi, qui vend du Mallory. Mais regardez ça, si vous connaissez Bob Dylan. Tout ce vent qui chante sur les collines. Laissez souffler le vent, et eux, ils sont en voiture. Mais ils devraient plutôt les tenir, leur chapeau de paille. Mais non, Strawcraft, la paille vivante. Live Straws. Et est-ce qu'on en a encore? Bon, celui-là, non. Là, on est dans le sport. On ne prend pas des publicités pour les pages de sport. Et il y a des choses à trouver encore là-dedans. Oui. Vous savez, l'équipé Macmillan qui se prépare à emmener des avions au pôle Nord. Bien sûr, on a des liaisons radio, on en a beaucoup parlé, mais on n'est pas sûr que ça marche. Qu'est-ce qu'on emmène en double? On emmène 25 pigeons voyageurs, et on va même apprendre que les pigeons, parce qu'ils vont être toute cette navigation dans des conditions difficiles, on a trouvé comment ils vont supporter. On va leur donner du tabac à chiquer. C'est parfait, ça sert d'insecticide et ça les booste un petit peu. Ils seront, c'est des pigeons qui sont capables de revenir du pôle Nord aux USA sans se poser de questions. Bravo les pigeons. On en est à la page 22 sur 36. Ouais, là c'est demain qu'on va voir les suppléments littéraires, suppléments photos, suppléments art. Alors là, on est juste dans le dernier petit truc avant. C'est le journal où on garde tout ce qui est important, en gros, pour le numéro du lendemain. Je fais défiler toutes ces pages, mais Kaufman, here's your hat. Kaufman, le voici, ton chapeau. Et il y a aussi Pédigré. Bon, lui, il n'a pas l'air très fin, avec une moustache, je sais pas, sur la bouche, mais il a une jolie canne sur ses mains, comme ça. Pédigré, c'est celui qui a du style. Et Starnoff Irving, lui, c'est pas fou, là. Wonderful Straws, magnifique, mes chapeaux de paille. Starnoff Irving, je m'appelle, sont pas magnifiques, mes chapeaux de paille, dit Monsieur Starnoff à Monsieur Irving. Il y a des magasins partout, stores everywhere. Et sur ce, mes amis, je vous tire mon chapeau à demain.